Les attaques de prédateurs ont commencé à Yellowstone. Mais cette fois, c'est pas des loups. On pensait que le pire à Yellowstone, c'était le froid et les geysers. Jusqu'à ce qu'une bête débarque et qu'elle se mette à attaquer les touristes. Janvier 2020, le parc de Yellowstone, vide, froid et silencieux. Une skieuse qui parcourt la Grand Loop Road enneigée entame son dernier tour quand elle entend la neige craquer. Elle se retourne et voit un coyote surgir d'une congère. Il fonce sur elle, la renverse et lui plante les crocs dans la tête et les bras. Personne n'a compris pourquoi l'animal l'avait attaqué, car si les coyotes de Yellowstone ne craignent ni le froid ni les pumas, ils devraient craindre les humains. Mais pas celui-là. Est-ce qu'il espérait une cible plus facile ? Souffrant de profondes lacérations et morsures, la femme a été transportée d'urgence à l'hôpital. Elle s'en est tirée, mais ça aurait pu mal finir. Après ça, les visiteurs du parc ont dit que si les coyotes ne craignent plus les humains, il est peut-être temps d'introduire un autre animal pour les effrayer. Méchant coyote. Voici un rappel discret de faire un petit quelque chose sous la vidéo. L'histoire de la skieuse n'est pas inédite. Des attaques de coyotes se produisent depuis des années, mais on en parle peu. Un tel incident s'est produit sur une piste de ski, où le prédateur se tenait comme s'il attendait le moment où quelqu'un passerait. Il a bondi et mordu la victime au visage, même comportement, même rapidité. Une autre fois, un coyote a attaqué un enfant laissé dans une poussette devant une porte. Son épais manteau d'hiver a sauvé le bébé, mais il y a gagné des cicatrices. Tous les cas sont similaires, un bond intrépide, des morsures à la tête, une attaque au corps à corps. Selon les recherches, entre 1960 et 2006, 142 attaques sur des humains ont eu lieu aux États-Unis et au Canada, faisant 159 blessés. Ces chiffres semblent peu élevés, mais la plupart des attaques se sont produites là où les animaux s'étaient habitués aux humains. C'est pas une coïncidence, ils n'ont plus peur. Yellowstone a longtemps été un endroit où toute faiblesse est punie instantanément. Une règle simple gouvernait les lieux, l'adaptation est la clé de la survie. Les coyotes l'ont bien compris. Leur comportement évoque un système où chaque niveau de survie débloque de nouvelles opportunités. Premier niveau, rongeurs et petits oiseaux. Deuxième niveau, veaux et faons nouveau-nés. En hiver, quand la vie faiblit, les coyotes montent d'un niveau. Ils chassent de jeunes ongulés, parfois même des élans adultes. C'est logique, ils s'attaquent à de nouvelles proies jusqu'à tomber sur plus fort qu'eux. Mais à Yellowstone, il ne reste plus grand monde. Avec le temps, les coyotes ont appris à voler leurs proies aux pumas et même aux grizzlies, repoussant sans cesse les limites. Et à chaque rencontre, ces limites se déplacent un peu plus. Dans cet écosystème, la peur est une ressource. Quand elle s'évanouit, il ne reste que l'agressivité. Les coyotes sont porteurs d'infections, mais le vrai danger, c'est pas les maladies, c'est qu'ils comprennent que les humains font partie de la chaîne alimentaire. Au début, on les voyait au bord des routes, puis ils se sont rapprochés, testant nos réactions. Les touristes laissent des ordures, les nourrissent, et le système apprend « humain égale source de nourriture ». Une fois qu'un prédateur franchit cette ligne, pas de retour en arrière possible. À Yellowstone, l'instinct fait loi. Quand un coyote cesse de fuir, il devient une menace et les gardes n'ont qu'une option, l'élimination. C'est pas une punition, mais une façon de rétablir l'équilibre. Dans cet écosystème, les coyotes jouent le rôle autrefois tenu par les loups et les pumas. Quand ces grands prédateurs ont disparu, le système s'est pas effondré, il s'est réorganisé. La place vide dans la chaîne alimentaire a été prise par ceux qui ont su s'adapter le plus vite. Les coyotes n'ont pas de point faible, ils vivent seuls ou en meute, chassant dans les forêts, les vallées et même les zones thermales où les autres animaux ne peuvent pas vivre. Leur territoire couvre toute l'Amérique du Nord, des villes au désert. Pour eux, tout habitat n'est qu'un autre niveau et tout changement de climat ou de proie, une tâche à résoudre. On a tenté de les éliminer pendant des dizaines d'années. Poisons, pièges, captures, tirs aériens, mais les coyotes ont appris de chaque défaite. Maintenant, les populations ont grandi et changé. Les animaux sont plus gros et plus agressifs que leurs congénères. Certains pèsent 18 kilos et ils vivent plus longtemps qu'ils ne le devraient.
Ils ont réussi tous les tests que le système leur présentait. Yellowstone est devenu leur arène et l'équilibre a basculé à nouveau. Mais quand une espèce est trop prospère, l'écosystème réagit. Un nouveau joueur va bientôt entrer en jeu, un joueur bien plus dangereux. Au sein de l'écosystème de Yellowstone, ce nouveau venu est une erreur système. Une créature conçue non pas pour survivre, mais pour combattre. Le ratel est une unité de combat compacte, un soldat de choc. Son poids va de 6 à 14 kg, quant à sa hauteur au garrot, moins de 30 cm. Mais derrière ces chiffres se cache un prédateur qui peut attaquer n'importe quoi. Ses griffes, de 4 cm de long, sont de véritables lames. Ses crocs peuvent briser une carapace de tortue et il est protégé par une peau épaisse et élastique et des muscles mobiles. Au combat, le ratel peut glisser sous sa propre peau afin de se tordre et de mordre en retour. C'est plus qu'un moyen de défense, c'est une contre-attaque instinctive. Il a un gros cerveau pour sa taille et un niveau d'intelligence élevé. Les ratels peuvent utiliser des objets, pierres, bâtons et même déchets, tout leur sert d'outil. On en a vu déverrouiller des portes, s'échapper d'enclos et même coopérer. Ils comprennent la tâche et l'accomplissent. L'évolution leur a procuré un autre bonus, un moyen de défense chimique. 2 glandes à la base de la queue libèrent un nuage puant quand l'animal est menacé. Une grenade biologique qui éloigne les ennemis pour de bon. Le ratel ne paie pas de mine jusqu'à ce que le combat commence. Mais une fois en action, il cesse d'être un animal et devient une arme de destruction. À Yellowstone, c'est un bug dans la matrice et une arme parfaite contre ceux qui n'ont plus peur de rien. Les serpents, même venimeux, sont une excellente source de viande pour les ratels, constituant un quart de leur alimentation. Pas étonnant qu'ils aient peu d'ennemis naturels, bien que les léopards, les lions et les hyènes tentent parfois de les attaquer. Mais il est rare que le plus gros animal parvienne à manger le plus petit, car le ratel se bat sans relâche. En fin de compte, les prédateurs préfèrent le laisser tranquille et s'en prendre à quelque chose de plus charnu et de plus facile à abattre. Bref, à tous égards, le ratel semble le candidat parfait pour intimider un autre prédateur. Le coyote est un animal originaire d'Amérique du Nord où il occupe la même niche écologique que les chacals. Vous connaissez les chacals, pas vrai? Ces canidés qui vivent en Afrique et en Eurasie. La principale différence, c'est la taille, les coyotes sont un peu plus gros. Les ratels ne vivent pas en Amérique du Nord et ils n'ont jamais vu de coyote, mais leur comportement envers les espèces similaires aux coyotes nous donne une idée de ce qui se passerait. Ils ne les attaquent pas pour les manger, mais pour leur montrer qui est le patron. Si un chacal s'approche trop de l'eau ou d'une proie, le ratel attaque. Ainsi, dans le cadre de Yellowstone, le résultat serait le même. Le ratel n'attendrait pas d'être provoqué, c'est lui qui testerait l'adversaire. Récemment, un photographe a capturé cette scène. Un ratel poursuivant un chacal, simplement car le chacal s'était trop approché. C'est tout. Il avait violé l'espace personnel du ratel près d'un point d'eau. Le ratel était de mauvaise humeur et il s'est dit « Bon, celui-là va y avoir droit ». Et il y a eu droit. En jugé par la tête du chacal, il a bien compris la leçon et décidé qu'il irait boire ailleurs la prochaine fois. Dans une autre série de photos, 15 chacals s'approchent d'une carcasse de girafe après le départ des lions. Un ratel s'approche sans hésiter et fait face au groupe. Les tentatives de le repousser sont vaines, il fait front et chasse les chacals jusqu'à ce que la meute batte en retraite. C'est pas une question de chasse, mais de contrôle d'une source de nourriture. Ce qui est également très important à Yellowstone, les coyotes se nourrissent de la même façon, carcasses et zones de chasse. Les ratels mangent de tout, insectes, rongeurs, reptiles, charognes, ils peuvent abattre de petits ongulés et ils ne craignent pas les serpents venimeux. Mais les canidés ne sont pas au menu, les chacals ne sont pas des proies. Les conflits concernent la compétition pour les sources de nourriture. Il est donc peu probable qu'un ratel qui se retrouverait à Yellowstone se mette à tuer des coyotes pour le déjeuner. L'influence d'un animal sur un autre ne se limite pas à la prédation. Les ratels pourraient concurrencer les coyotes pour la nourriture et représenter une menace pour les jeunes individus inexpérimentés, surtout pendant les premières années, avant que les coyotes ne réalisent à qui ils ont affaire.
Les ratels pourraient donc tenir les coyotes en échec, c'est-à-dire réduire leur impact dans le parc. Ils deviendraient moins audacieux et les dégâts qu'ils causent diminueraient. Même sans attaque directe, l'effet serait énorme. Mais à Yellowstone, il n'y a pas que ça. Seuls les animaux capables de faire face à de vrais prédateurs peuvent survivre, sans parler des autres dangers. Car ils sont nombreux. Le parc abrite des loups, plusieurs dizaines d'animaux divisés en meutes. Leur force réside dans le nombre et la coordination. Le ratel ne forme pas de meute, mais il compense, il peut tenir bon même en infériorité numérique. On a vu 2 ratels défendre une carcasse pendant 10 minutes contre une meute de lycaons, et à la fin, ils ont gagné et la meute est partie. C'est pareil à Yellowstone. Près des carcasses ou des zones de chasse, c'est celui qui ne recule pas qui gagne la partie. Les lycaons se spécialisent dans la chasse aux ongulés. Ils sont endurants et ils chassent en groupe, ils épuisent leur proie avant de la tuer. Leurs rivaux sont les lions et les hyènes tachetées, et oui, les lycaons sont de très bons chasseurs. Tout dépend de la proie, de la végétation et de la taille de la meute, mais en moyenne, 60% des attaques se terminent par une mise à mort, parfois même 90%. Vous me suivez? Même des chasseurs aussi habiles préfèrent ne pas s'en prendre aux ratels, et quand ils s'y attaquent, ils font vite marche arrière. Ça se comprend, les ratels sont farouches et pas bien gras. Bien sûr, une meute pourrait en tuer un, mais au prix de beaucoup d'énergie, et pour gagner quoi? Quelques bouchées et quelques kilos de viande? Ça vaut pas le coup. En Amérique du Nord, il y a une dynamique similaire entre loups et gloutons. Sur leur territoire, les loups éliminent les rivaux plus petits mais audacieux comme les gloutons, et parfois c'est pas pour s'en nourrir, mais pour éliminer un concurrent. Pourtant, les affrontements peuvent tourner en leur défaveur. Parfois, les loups battent en retraite après avoir rencontré une résistance tenace. Transposons ça à Yellowstone. Si on introduit des ratels, ils ne deviendront pas des super prédateurs, mais ils seront dans les pattes de ces derniers et ça affectera le comportement des loups et des coyotes. Le truc, c'est que les loups sont des chasseurs très habiles et stratégiques. Ils comptent sur leur nombre et ils survivent grâce à la meute. Pourtant, on a vu des loups attaquer des gloutons, se prendre une raclée et repartir le bec dans l'eau. On peut supposer que les loups pourraient tuer des ratels s'il y en avait à Yellowstone. Mais les ratels sont vraiment des durs à cuire, même les loups pourraient décider qu'il vaut mieux ne pas s'y frotter. Ça se comprendrait. Si un ratel peut survivre en Afrique, entouré de lions, guépards, lycaons et autres prédateurs, il peut survivre en Amérique du Nord. Au fait, j'ai failli oublier, et le climat. Les ratels vivent en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Inde. C'est des créatures robustes et résilientes, capables de s'adapter à tout. Ils peuvent vivre n'importe où, forêt tropicale, savane, montagne, bien qu'ils aient besoin d'un grand territoire, au moins 500 km². Pendant la saison chaude à Yellowstone, ils se sentiraient comme chez eux. Mais en hiver, les températures peuvent tomber de -7 à -18 degrés Celsius, et plus on monte, plus il fait froid. Une fois, on a relevé -54 degrés, et bien sûr, il y a de la neige. Est-ce que les ratels pourraient faire face à un tel climat? Personnellement, je pense que je n'en serais pas capable. Mais je ne suis pas un ratel. Et on en a vu à 2600 mètres d'altitude dans le haut Atlas marocain, et même à 4000 mètres dans les monts du Balé en Éthiopie. Les températures y descendent en dessous de zéro, mais ça leur pose pas de problème. Alors Yellowstone ne devrait pas être un souci. Mais attendez, on oublie les ours. Yellowstone abrite 2 espèces, grizzly et ours noir. Surtout des ours noirs. En revanche, pas d'ours en Afrique. Alors reparlons des gloutons pour comparer. Comment se débrouillent-ils face aux ours? On connaît un cas, par exemple, d'une femelle grizzly avec 3 oursons qui se nourrissaient dans le parc naturel de Teton quand soudain, 13 gloutons sont apparus sur une pente. Ils ont fait fuir les ours. Apercevoir un glouton est déjà rare, en voir 13 est incroyable. Les ours n'ont pas trouvé ça incroyable du tout, en revanche, ils ont fui. Plus tard, des biologistes ont suggéré que les gloutons s'étaient rassemblés pour se nourrir de chenilles de noctuelles, celles-là même que les ours mangeaient. C'était donc une guerre pour des chenilles. Une autre théorie dit qu'il y avait une charogne dans le coin, ce qui a attiré les gloutons,
et les ours étaient au mauvais endroit, au mauvais moment. Quoi qu'il en soit, ça laisse penser qu'un groupe de ratels, car ils seraient relâchés en groupe, pourrait effrayer même un grizzly. D'un autre côté, en 2002, des chercheurs qui suivaient un glouton ont remarqué que son collier émettait un signal de mortalité. Ça arrive quand un animal ne bouge pas pendant plusieurs heures. Plus tard, ils ont trouvé le corps du glouton et le tueur était certainement un ours. À proximité se trouvait une carcasse d'élan et des indices suggéraient que le glouton avait tenté de la voler à l'ours, mais il l'avait payé au prix fort. Ça prouve en tout cas que les gloutons peuvent combattre un prédateur 10 fois plus gros. L'élan, au fait, n'avait pas été tué par l'un d'eux, il était mort de froid et plus tard, l'ours est tombé sur cette glace à la viande. Bref, tout ça est un peu compliqué. En combat singulier, ratel contre ours, je parierais sur l'ours, même si c'est un ours noir et pas un grizzly. Mais si des ratels décidaient de faire équipe, ce qui serait possible dans un nouvel environnement, ils seraient inarrêtables. Même les ours fuiraient. Et les gloutons? Cette bataille serait légendaire. Allons-y étape par étape. Le glouton est un prédateur de taille moyenne de la famille des Mustelidae, un cousin éloigné du ratel. Il est actif toute l'année dans les endroits froids et enneigés car il y est parfaitement adapté et on peut le trouver dans une grande partie de Yellowstone. Mais qui gagnerait, glouton ou ratel? Difficile à dire, ils ressemblent tous deux à des chapeaux de fourrure, de furieux chapeaux, mais en réalité c'est des machines de guerre. Griffes, crocs, peau, attitude, tout en eux est fait pour combattre, et tous deux ignorent la peur. Le glouton bien sûr est plus gros, les mâles pèsent 11 à 18 kg, tandis que le ratel est plus léger, je l'ai déjà mentionné. Mais un ratel est un char d'assaut, sa peau n'est pas seulement épaisse, mais aussi lâche. Si on essaie de le mordre, il se retourne et mord le visage de l'assaillant. Ça aussi je l'ai déjà dit, mais peu importe, j'adore les ratels et j'en ai pas honte. En combat, le glouton est du genre à charger. Il frappe, il saute, il frappe encore. Le ratel, lui, est un stratège. Il vise les points faibles, yeux, oreilles, parties génitales. Oui, là en bas, c'est pas par hasard. C'est une stratégie affinée pendant des siècles. Le glouton est plus fort, mais le ratel est plus coriace. On peut le blesser, mais bon courage pour le tuer. Et les deux sont complètement fous. Les gloutons affrontent des loups et les ratels des lions. Ils sont petits mais méchants et têtus. Ces animaux ne cherchent pas les ennuis, ils en sont la cause. En résumé, un affrontement en tête-à-tête serait incertain. Tout dépendrait des conditions. Peut-être que le glouton l'emporterait grâce à sa force brute ou le ratel grâce à son intelligence. Dans tous les cas, j'adorerais voir ça. Le problème, c'est que ça n'arrivera jamais. Même si on introduisait des ratels à Yellowstone, les gloutons font partie des créatures les plus rares du parc. On estime qu'il y en a moins de 10 pour 9 millions de kilomètres carrés. En 2009, des chercheurs ont établi une carte montrant les territoires de 5 gloutons. Et les autres? Est-ce qu'ils existent seulement? Personne ne le sait. Bref, sachant ça, les gloutons et les ratels ne se croiseraient sans doute jamais. Encore une chose. Pour les amoureux des animaux, le ratel est une célébrité. Les vidéos qui en parlent font des millions de vues, et le livre Guinness des records l'a nommé l'animal le plus intrépide du monde. Les gens adorent les ratels. Et si on y réfléchit, ça pourrait être un bon plan pour le parc. Quand on a introduit des loups à Yellowstone en 1995, le tourisme a explosé. Les gens y allaient rien que pour les voir dans la nature. Ça semble peu, mais l'augmentation a été de 3,5 à 4%. Étant donné que Yellowstone accueille 3 millions de visiteurs par an, cette petite hausse était massive. 10 ans plus tard, en 2005, 100 000 touristes sont venus rien que pour les loups. Ils ont injecté 26 millions d'euros dans l'économie locale, et qui dit argent dit emploi, logement, nourriture, transport et infrastructures qui ont pris vie grâce aux animaux. Les chercheurs décrivent ces gens comme de vrais fans, prêts à faire des milliers de kilomètres, à supporter le froid avec des jumelles et tout ça, pour être près des loups. Au début, c'était surtout des défenseurs des animaux. On pouvait les repérer aux autocollants et aux t-shirts avec des têtes de loups. Maintenant, c'est différent, des gens ordinaires viennent aussi, familles, touristes, curieux de voir un prédateur dans son habitat naturel.
Vous iriez ? Dites-le dans les commentaires, et si vous y êtes déjà allé, partagez votre histoire. De plus, l'impact des loups continue de croître. En 2021, l'observation des loups a rapporté 70 millions d'euros à des petites villes comme Gardiner, qui ne comptent que 744 habitants. C'est 2 fois plus qu'il y a 15 ans. Alors imaginez introduire des ratels, des célébrités d'Internet. Impossible de dire combien d'argent Yellowstone et les habitants du coin gagneraient. Bien sûr, introduire des animaux non indigènes pour le profit est très discutable. Certes, les touristes viendraient, l'argent coulerait à flot, mais l'équilibre naturel est facilement perturbé quand un nouvel élément apparaît. Toute interférence a un coût et il est souvent plus élevé qu'il n'y paraît. Cependant, cet argent pourrait servir à réduire les conflits entre humains et coyotes. Par exemple, en installant des poubelles scellées pour que les animaux ne soient pas attirés par l'odeur. Moins les coyotes ont l'opportunité de fouiller dans les ordures, moins ils s'habituent aux gens. Ça marche toujours. Quant au ratel, impossible de prédire comment il affecterait les choses à Yellowstone. Les conséquences seraient imprévisibles. Il pourrait s'emparer de la niche écologique d'une autre espèce, éloigner les prédateurs locaux et dévorer des créatures que personne ne touchait jusque-là. Bref, ce serait pas une super idée. Et puis, même si les ratels tuaient des coyotes, le nombre de coyotes pourrait augmenter malgré tout. On essaie de s'en débarrasser depuis presque 2 siècles. Poisons, pièges, tirs depuis des avions, rien n'a marché. Les années ont passé et les coyotes courent toujours comme si de rien n'était. Vous vous souvenez que j'ai dit que les humains avaient failli éliminer les loups, mais que les coyotes avaient survécu. Ils prospèrent toujours. Pour ça, on peut remercier l'évolution et la façon dont elle a façonné les coyotes. Normalement, une femelle a environ 6 petits, mais le nombre varie de 2 à 19. Vous avez bien entendu, jusqu'à 19. Le détail qui tue, les coyotes semblent savoir compter. Quand ils sont nombreux, la taille des portées diminue. Mais quand les humains commencent à les éliminer, c'est l'inverse. Soudain, les femelles se reproduisent comme des folles pour compenser les pertes. Si une femelle meurt, des jeunes prennent sa place. Parfois, elles ont à peine 10 mois, mais elles sont déjà prêtes à se reproduire, car tout est bon pour garder l'espèce en vie. Merci l'évolution! On dirait que rien ne peut nuire à cette espèce. Plus on élimine de coyotes, plus vite ils reviennent. Et si les ratels se joignent à l'abattage, le résultat sera le même. Quant au contrôle de la population, eh bien, les loups s'en occupent déjà. Au début des années 1900, les coyotes ont comblé le vide laissé par l'extermination des loups de Yellowstone. Les loups partis, les coyotes sont devenus les patrons. Ils se sentaient les maîtres, les meutes ont grandi, commencé à chasser des proies plus grosses et à s'emparer des meilleurs territoires. Tout allait bien jusqu'en 1995, quand les loups sont revenus. Alors a commencé une guerre de territoire. Avant ça, les coyotes affrontaient surtout des pumas qui les tuaient pour s'emparer de leur nourriture. Mais les loups, c'est un autre niveau. Quand ils ont repris le contrôle du parc, des dizaines de coyotes, adultes et jeunes, ont été tués. La plupart du temps, les loups les tuaient près d'une carcasse pour éviter de partager la viande. En conséquence, dans le nord du parc, la population de coyotes a chuté de moitié. Les loups défendaient férocement leur territoire pour ne pas le partager, de même que la nourriture. Les coyotes ont dû s'adapter, renoncer aux grandes meutes et vivre en couple avec des petits. Moins de risques, moins d'affrontements et de meilleures chances de survie. Ils sont passés à des proies plus petites, ils ont réappris à chasser seuls et tout misé sur la vitesse et l'intelligence. Ils ont appris à éviter les loups, ne pas rester sur leur chemin, et ils ont gagné. Aujourd'hui, le nombre de coyotes augmente à nouveau car les deux espèces sont parvenues à cet équilibre naturel dont la planète dépend. En fait, c'est la leçon du jour. La nature parvient à l'équilibre si on la laisse tranquille. Bien sûr, certains n'aiment pas les coyotes, ils pensent qu'ils sont nuisibles. Mais c'est pas une erreur système, c'est le système qui est comme ça, c'est l'ordre naturel des choses. À la fin des années 80, des chercheurs ont voulu découvrir le rôle des coyotes dans l'écosystème. À l'époque, le parc était un des rares endroits où ces animaux n'avaient quasiment aucun contact avec les humains. Pas de piégeage, pas d'empoisonnement, pas de contrôle de la population. Les chercheurs les ont équipés de colliers radio pour étudier où ils allaient, ce qu'ils mangeaient et comment ils se comportaient. Conclusion, les coyotes remplissent plusieurs fonctions importantes.
D'abord, il régule le nombre de petits mammifères, souris, spermophiles, lapins, dans tout le pays, des zones de montagne aux banlieues. Et à son tour, ça affecte tout le reste. Moins de rongeurs égale moins de tiques, moins d'épidémies, moins de racines abîmées et de végétation endommagée. Ensuite, les coyotes adorent les charognes. Ils nettoient la zone, recyclant les restes et restituant les nutriments au sol. Dans la nature, il n'existe pas de déchets, tout a un but et les coyotes font partie du cycle. Alors, si vous voyez un coyote à Yellowstone, dans un champ ou même près d'un village, ne le chassez pas, observez-le. C'est un animal qui peut survivre n'importe où. Petit, intelligent et honnêtement, sacrément ingénieux. Et ce coyote qui a attaqué une skieuse, eh bien, l'attaque avait une cause bien particulière, des piquants de porc-épic. Selon un biologiste, des piquants ont été retrouvés dans la mâchoire et la gueule du coyote, ce qui l'empêchait de chasser. L'animal mourait de faim et apparemment, il était à bout. C'est pourquoi il s'en est pris à un humain. De plus, il était très jeune, ce qui a aggravé les choses. C'est terrible, mais ça arrive parfois. Le point positif, c'est que ce comportement est anormal pour un coyote. C'est très rare, exceptionnel. Les humains ne sont pas leur proie. Vous me devez un like. À plus.